Chaque année, plus de 350 millions de mètres cubes de grumes sont acheminés des forêts vers les scieries du monde entier. C'est assez de bois pour construire 1,5 million de maisons américaines. Mais voici une énigme. Seule la moitié de chaque grume parfaite est transformée en planche. Où disparaît le reste? Elle devient partie intégrante d'une industrie cachée que peu de gens connaissent. Imaginez, copeaux, sciures et même l'écorce trouvent une nouvelle vie, alimentant des filières de production entières. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le secret de la transformation d'un simple arbre en des milliers de produits qui vous entourent au quotidien. Lorsqu'une grume ronde et parfaite arrive à la scierie, quelle part, à votre avis, se transforme en planches finies et rectangulaires? La réponse, seulement environ 50%. Oui, à peine la moitié. Et où va le reste? Il ne disparaît pas, il se transforme en tout un écosystème de sous-produits. Environ 38% de la grume deviennent des copeaux. Ce ne sont pas des déchets, c'est de l'or pour d'autres industries. Ces copeaux partent vers des usines, où l'on en fait du papier, du carton, et bien sûr, nos vieilles connaissances, les panneaux de particules, les panneaux de fibres et les panneaux à copeaux orientés. Encore environ 12%, ce sont la sciure et l'écorce. La sciure est également utilisée pour la production de panneaux, ou est compressée en pellets de combustible. Et l'écorce est souvent brûlée directement à la scierie, dans ses propres chaudières, produisant de l'énergie pour les séchoirs et l'usine elle-même. Cela rend les scieries modernes étonnamment éco-énergétiques. De ces 350 millions de mètres cubes de grumes, on obtient environ 175 millions de mètres cubes de bois de sciage, c'est-à-dire de planches. C'est assez pour construire 1,5 million de maisons à ossature bois américaine de taille moyenne. Et la part du lion de cette production, plus de 75%, est du bois de résineux, comme le pin et le sapin. C'est le fameux lumber, avec lequel on construit la grande majorité des maisons aux États-Unis. Une immense colline chaotique de grumes fraîchement coupées, chacune longue de plusieurs dizaines de mètres et pesant plusieurs tonnes. Elles sont empilées les unes sur les autres, comme des allumettes géantes éparpillées par un enfant géant. Et au-dessus de ce chaos règne une grue gigantesque. Sa pince d'acier, semblable à la griffe d'un prédateur préhistorique, descend, saisit dans un grincement métallique une seule et unique grume, et la soulève dans les airs avec une facilité déconcertante. Un instant, elle reste suspendue, puis la grue la dépose avec fracas au début du convoyeur. La grume rampe lentement vers l'avant, et son voyage solitaire est un spectacle de force et de fatalité. Elle passe sous des jets d'eau qui la nettoient de la boue et des morceaux d'écorce, la préparant pour le moment le plus important. Et voilà qu'apparaît devant une arche brillant d'une lumière surnaturelle. C'est le scanner, la porte vers l'avenir. Des dizaines de faisceaux laser rouges parcourent la surface de la grume en mouvement, mesurant son diamètre, sa longueur, sa courbure, l'emplacement de chaque nœud. Le cerveau de l'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son fantôme numérique parfait, un modèle en 3 dimensions. Et à cet instant précis, alors que la grume avance encore, l'ordinateur a déjà scellé son destin. Il a calculé la manière idéale de l'acier pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. Il sait déjà où passera la première coupe, ou la seconde, et en quoi se transformera chaque morceau de ce géant de la forêt. La grume approche lentement et de puissantes pinces hydrauliques la fixent, la préparant à la découpe. Avant de scier la grume,
Des scanners 3D la numérisent. L'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son modèle numérique exact et calcule la manière idéale de la débiter pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. C'est ce qu'on appelle l'optimisation de la coupe. Grâce à cette technologie, le rendement en produit fini a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Et la scie qui coupe l'agrumes n'est pas un simple disque. C'est une scie à ruban, fine comme une lame, qui réalise un trait de scie d'à peine 1 ou 2 mm d'épaisseur. C'est bien plus fin que les anciennes scies, ce qui signifie que beaucoup moins de bois précieux est transformé en sciure. Ces chiffres ne sont donc pas de simples données. C'est l'histoire de la manière dont les technologies modernes permettent de prendre le don de la nature et de l'utiliser avec une efficacité maximale, transformant chaque grume en une gamme complète de produits utiles. Maintenant, notre bloc Equarri arrive au cœur de la scierie, la scie multilame. C'est toute une batterie de scies circulaires, montées sur un même axe à une distance précisément définie les unes des autres. De puissants rouleaux d'alimentation poussent avec force notre lourd bloc à travers ce mur de lames rotatives. Dans un rugissement assourdissant qui fait vibrer le sol, des dizaines de scies mordent simultanément dans le bois. C'est comme un peigne géant passant à travers des cheveux. Sauf qu'à la place des cheveux, il y a du bois, et à la place des dents, des disques d'acier en rotation. En un seul passage, notre bloc massif se décompose en un paquet de planches fraîches, chaudes et encore humides. Ces planches fraîchement nées, ainsi que les doses, sont éjectées de l'autre côté et arrivent sur le convoyeur suivant où le tri les attend. Ici travaille un des personnes à l'œil incroyablement exercé. Les planches défilent devant eux, et en une fraction de seconde, ils évaluent la qualité de chacune, le nombre et la taille des nœuds, la présence de fissures, la courbure des fibres. D'un geste rapide, ils dirigent chaque planche vers son propre convoyeur, les meilleures sur une ligne, les moins bonnes sur une autre. C'est comme un tri postal, sauf qu'à la place des lettres, ce sont de lourds morceaux de bois de plusieurs mètres. Les planches qui ont passé le casting sont envoyées à la déligneuse. Ici, leurs bords irréguliers et couverts d'écorce sont coupés, leur donnant une forme parfaitement rectangulaire. Et ce n'est que maintenant que nous avons devant nous un produit familier, une planche parfaitement droite et rectangulaire. Mais elle est encore verte, humide et lourde, pleine de sève naturelle. Si on la laissait ainsi, elle se déformerait et se fissurerait. C'est pourquoi elle a rendez-vous avec l'étape finale, le séchage. Les planches sont empilées en hautes piles bien ordonnées, en intercalant chaque couche de fine latte pour que l'air puisse circuler entre elles. Et ces piles gigantesques sont transportées par un chariot élévateur dans un séchoir. C'est une immense pièce hermétique, semblable à un sauna industriel. À l'intérieur, un ordinateur maintient un climat idéal, une température, une humidité et une vitesse de circulation de l'air spécifique. Ce processus peut durer de quelques jours à plusieurs semaines selon l'essence et l'épaisseur de la planche. L'air chaud extrait lentement et très délicatement l'humidité du bois, le rendant léger, solide et surtout stable. Et ce n'est qu'après cette longue et chaude méditation que la planche est prête à quitter l'usine pour faire partie de la maison de quelqu'un. Les meilleurs deviendront de beaux parquets, des meubles élégants ou des cadres de fenêtres. Les plus robustes, mais plus simples, serviront à construire des ossatures de maisons, des chevrons de toiture et des clôtures. C'est la base à partir de laquelle est construit presque tout ce qui nous entoure.
Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur d'un léviathan industriel, là où naît le système circulatoire de notre monde moderne. Nous allons parler de la production de tubes en cuivre. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas d'une petite usine. Je parle d'un mécanisme gigantesque, rugissant et ardent, qui chaque jour, 24 heures sur 24, transforme des montagnes de cuivre pur en 13 000 tonnes de tubes parfaits. Ce n'est pas un simple processus de fabrication. C'est le spectacle métallurgique le plus grandiose et le plus rapide de la planète. C'est l'histoire de la manière dont, à partir d'un métal dur comme la pierre, on étire en quelques minutes un fil long de plusieurs kilomètres, fin et flexible comme un spaghetti. C'est un véritable dieu industriel qui crée sans relâche les veines de nos maisons, de nos hôpitaux et de nos voitures. Essayons de prendre la mesure de ces 13 000 tonnes de cuivre par jour. Imaginez la Statue de la Liberté. Toute cette structure gigantesque pèse 225 tonnes. Cela signifie que cette usine crache assez de cuivre chaque jour pour construire près de 60 statues de ce genre. Chaque jour de la semaine, sans pause déjeuner. En un an, cette seule et unique usine produit près de 5 millions de tonnes de cuivre, ce qui représente une part considérable de la production mondiale totale. Si l'on prenait toute cette production journalière et qu'on en étirait un tube de plomberie standard d'1 demi-pouce, sa longueur dépasserait les 14 000 miles. C'est plus de la moitié de la longueur de l'équateur terrestre. Chaque saint jour. À l'usine arrive une matière première qui ressemble à une œuvre d'art, le cuivre cathodique. Des plaques parfaitement rectangulaires et lourdes, d'une couleur rose-rouge profonde et étonnante. C'est du cuivre d'une pureté de près de 100%, à savoir 99,99%. Il ne contient pratiquement aucune impureté. Cette pureté n'est pas un caprice, c'est le gage de la qualité, car la moindre particule étrangère pourrait causer une fissure dans le futur tube. Ces lourdes plaques, pesant chacune plusieurs centaines de livres, sont chargées dans un four à l'aide de grues géantes. C'est un four vertical colossal qui s'enfonce profondément sous terre, un véritable soleil de poche. À l'intérieur, la température atteint 2000 degrés Fahrenheit. Le cuivre, en entrant dans cet enfer, fond instantanément, se transformant en une rivière liquide, éblouissante et lumineuse. Ce n'est pas une simple fusion, c'est un océan bouillonnant de feu liquide qui s'écoule en continu du four. Et c'est là que commence ce qui rend ce processus le plus impressionnant au monde, la continuité. Dans une production classique, le métal en fusion est coulé dans des moules pour obtenir des lingots, qui sont ensuite refroidis, réchauffés à nouveau et laminés. C'est lent et inefficace. Mais ici, tout se passe en un flux unique, infini et frénétique. Le cuivre liquide s'écoule directement du four vers un dispositif spécial, une machine de coulée continue. Imaginez une immense roue en cuivre, refroidie à l'eau, dans laquelle est creusée une gorge circulaire. Le cuivre en fusion s'écoule dans cette gorge, et pendant que la roue tourne lentement, il commence à se solidifier, formant une barre de cuivre continue, massive et chauffée au rouge. Cette barre, sans même avoir le temps de refroidir, arrive immédiatement au laminoir. C'est une série de cylindres qui la compriment et la façonnent. Mais surtout, en son centre, un trou est percé à l'aide d'un mandrin spécial. Ainsi, sous nos yeux, en quelques minutes, le métal liquide s'est transformé en un tube infini, à parois épaisses et incandescents, qui sort de la machine comme un serpent de feu. Ce tube mère peut avoir un diamètre de plusieurs pouces, et ce n'est que le début de son voyage.
Maintenant, notre serpent épais et chaud doit subir une cure d'amincissement. Et une cure radicale. C'est l'étape qui ressemble à la fabrication de pâtes infinies. Le tube mère refroidi est acheminé vers un banc d'étirage. Imaginez une série de plaques d'acier incroyablement solides, percées de trous qui se rétrécissent progressivement. Ces orifices s'appellent des filières et leur surface intérieure est polie comme un miroir et revêtue de diamants. L'extrémité du tube épais est affûtée, passée à travers la première filière, légèrement plus petite en diamètre, et saisie par des mâchoires géantes de l'autre côté. Et ces mâchoires, se déplaçant sur un long rail, commencent à tirer. Avec une force incroyable, mesurée en dizaines de tonnes, elles font passer le tube à travers cet orifice étroit. Le cuivre, étant un métal très ductile, ne se déchire pas. Il s'étire, devenant plus long et plus fin, comme un caramel que l'on étire. Ce processus est répété encore et encore. Le tube passe par la filière suivante, encore plus petite, et devient encore plus long et plus fin. Après chaque étirage, la longueur du tube peut doubler. Ce qui était un morceau de tube épais de 100 pieds se transforme en des milliers de pieds de tube fin. Mais ce processus a un effet secondaire. En s'étirant, le cuivre subit ce qu'on appelle l'écrouissage. Il devient très dur et cassant. Si l'on continuait à l'étirer, il se romprait tout simplement. Il a donc droit à une cure de jouvence, le recuit. Après plusieurs passages dans les filières, le très long tube, déjà enroulé en une immense bobine pouvant peser plusieurs tonnes, est envoyé dans un four de recuit. Mais cette fois, la température y est bien plus basse, 1000 degrés et plus. Ce chauffage contrôlé élimine les tensions internes du métal, le rendant à nouveau mou et ductile, prêt pour un nouvel étirage. Ce cycle, étirage-recuit-étirage, peut se répéter de nombreuses fois, selon la finesse souhaitée du tube final. Et voilà, quand le tube atteint le diamètre et l'épaisseur de paroi voulue, il est enroulé sur une bobine finale. Imaginez une bobine gigantesque, parfaitement lisse, de fils de cuivre brillant, dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres. C'est déjà presque le produit fini. Pour certaines applications, comme dans les climatiseurs, on le laisse tel quel, à l'état mou et recuit. Mais pour les systèmes de plomberie, il faut des tubes durs et droits. Ces bobines sont donc déroulées et passées dans une dresseuse, qui redresse parfaitement le tube. Puis, une scie volante automatique le découpe en tronçons standards, par exemple de 10 ou 20 pieds. Tout au long de ce processus frénétique, du métal liquide au tube fini, un contrôle qualité infaillible est en place. Des capteurs laser mesurent en continu le diamètre et l'épaisseur de la paroi avec une précision au millième de pouce près. Des détecteurs de défauts à courant de Foucault scannent le tube, à la recherche de la moindre micro-fissure cachée. Chaque tronçon est soumis à une pression plusieurs fois supérieure à sa pression de service pour garantir son étanchéité. Et ce n'est qu'après cela que des tubes parfaitement propres, brillants et vérifiés sont emballés, marqués et envoyés dans les entrepôts. Et c'est ainsi que, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette incroyable usine monstre qui ne dort jamais transforme des montagnes de cuivre pur en rivières infinies de tubes, qui se répandront ensuite dans nos maisons, transportant l'eau, la chaleur et le froid, accomplissant silencieusement leur travail vital. Chaque année,
plus de 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre sont produits dans le monde, un chiffre si incroyable qu'il dépasse l'entendement. Imaginez, cette quantité suffirait à construire une route de la Terre à la Lune, et presque jusqu'au retour. Mais derrière ces chiffres bruts se cache l'histoire non seulement d'un matériau de construction, mais aussi d'une économie, de villes entières qui grandissent au rythme de la demande. Comment ? À partir d'une pierre grise extraite du sous-sol, naît le mur lisse de votre maison. Et surtout, quel processus secret rend ce matériau si unique ? Si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce que la plupart des gens ne soupçonnaient même pas. Les chiffres derrière la production de plaques de plâtre aux États-Unis ne sont pas simplement grands, ils sont astronomiques, et ils racontent l'histoire de la manière dont un pays construit, rénove et respire. Récemment, les usines américaines ont produit environ 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre en un an. Ce nombre est si colossal qu'il est difficile à saisir. Essayez d'imaginer, si l'on mettait bout à bout toutes ces plaques, on pourrait créer une passerelle d'1 mètre de large qui s'étendrait de la Terre à la Lune et couvrirait près de la moitié du chemin du retour. Ou bien, avec cette quantité de plaques, on pourrait recouvrir entièrement le territoire de l'État du Delaware 2 fois et il en resterait encore. Ce flux incessant de matériaux de construction n'est pas seulement un produit physique, mais aussi un puissant indicateur économique. Le marché de ces plaques aux États-Unis est évalué à des dizaines de milliards de dollars, reflétant non seulement le coût du matériau lui-même, mais aussi des milliers d'emplois dans les mines et les usines, dans la logistique et la construction. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais bien avant, dans une carrière, où l'on extrait le gypse. C'est un minéral naturel, une roche qui s'est formée il y a des millions d'années, à partir de mers préhistoriques. Il peut être blanc, grisâtre, parfois avec des veines rosées. D'énormes excavatrices mordent dans les gisements de gypse et chargent des tombereaux de blocs de cette pierre. Ces camions amènent des tonnes de gypse à l'usine et le déversent sur une aire de stockage, créant des montagnes entières qui attendent leur transformation. La première étape à l'intérieur de l'usine est un concassage grossier. Les blocs de gypse arrivent dans les mâchoires d'acier géantes d'un concasseur primaire. Dans un vacarme et un grincement assourdissant, la machine brise les grosses pierres en plus petits morceaux, de la taille d'un poing. Ce n'est que le début. Ensuite, ce gypse concassé est acheminé par un convoyeur vers des broyeurs secondaires. Là, des dizaines de marteaux d'acier, tournant à une vitesse folle, réduisent ces morceaux en fractions encore plus fines, les transformant en quelque chose qui ressemble à du gravier grossier. Mais ce n'est toujours pas suffisant. L'étape finale du broyage transforme le gypse en une fine poudre. Il devient si fin qu'il ressemble à de la farine ou de la poussière. Cette poudre est la matière première principale, mais elle recèle encore un secret qu'il faut révéler. L'étape suivante est l'une des plus importantes et des plus intéressantes. C'est un processus appelé la calcination, et en substance, c'est un séchage contrôlé du gypse. Le fait est que, dans la structure cristalline du gypse naturel, sont emprisonnées des molécules d'eau. Pour que la plaque de plâtre puisse durcir, il faut temporairement chasser cet éau. Pour ce faire, la poudre blanche est introduite dans un immense four rotatif. Il ressemble à un tambour géant, incliné sous un léger angle. À l'intérieur de ce four, une température très précise est maintenue, environ 150 degrés Celsius. La poudre de gypse, en tournant lentement à l'intérieur du tambour, se réchauffe et l'eau qui y est liée se transforme en vapeur et s'évapore.
Chimiquement parlant, le gypse se transforme en hémihydrate de sulfate de calcium, mais plus simplement, il devient assoiffé. Maintenant, cette poudre, que l'on appelle déjà plâtre de construction ou stuc, possède une propriété unique. Si on y ajoute à nouveau de l'eau, il l'absorbera avec avidité et se retransformera en une roche de gypse solide. C'est cette propriété qui est à la base de toute la production. La poudre chaude obtenue est refroidie et stockée dans de gigantesques silos, semblables à des tours, d'où elle sera acheminée vers la ligne de production principale. Et maintenant commence le plus spectaculaire, la création de la plaque elle-même. Dans l'atelier, un immense convoyeur, long de plusieurs centaines de mètres. À son départ se trouvent 2 rouleaux géants de papier cartonné spécial et dense. Un rouleau pour la face avant, il est parfaitement lisse, blanc. L'autre pour le dos, il peut être un peu plus foncé, grisâtre. La bande du rouleau inférieur, celui de la face avant, se déroule et se pose sur le convoyeur, formant un chemin infini. Parallèlement, dans un mélangeur gigantesque, semblable à un robot de cuisine industrielle, on prépare le cœur. On y verse en continu notre poudre de gypse assoiffée, de l'eau et tout un cocktail d'additifs divers. Chaque additif joue son rôle. Les agents moussants rendent la masse de gypse plus légère et plus poreuse, comme de la crème fouettée, pour réduire le poids de la plaque. Les plastifiants rendent le mélange plus fluide pour qu'il s'étale uniformément. Les accélérateurs ou les retardateurs permettent aux ingénieurs de contrôler parfaitement le temps de prise du gypse. L'amidon aide le cœur de gypse à mieux coller à l'enveloppe en papier. La fibre de verre ajoute de la résistance. Ce mélange, appelé la gâchée, ressemble à une bouillie grise épaisse. Il est déversé en un flux continu, directement sur la bande de papier, qui se déplace sur le convoyeur. Des dispositifs spéciaux répartissent uniformément cette masse sur toute la largeur du papier. Les bords de la feuille de papier inférieure sont délicatement repliés vers le haut, formant les rebords de la future plaque. Et à ce moment, on la recouvre par le dessus, avec la deuxième bande de papier, celle du rouleau arrière, comme un couvercle. On obtient un sandwich infini et parfaitement plat. Papier, masse de gypse, papier. Ce sandwich passe immédiatement entre 2 rouleaux ou sous une plaque de formage qui le compriment à une épaisseur précisément définie, par exemple un demi-pouce. La plaque de plâtre fraîchement formée, encore molle et humide, poursuit son voyage sur un très long convoyeur, appelé la ligne de prise. Sa longueur peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Pendant que la plaque se déplace lentement, un véritable miracle se produit à l'intérieur. La poudre de gypse réagit avec l'eau. La fameuse réaction de réhydratation a lieu. Le gypse redevient une roche solide, en dégageant de la chaleur. Si l'on touche la plaque à ce stade, elle sera chaude. En quelques minutes, la masse meuble devient suffisamment dure pour conserver sa forme. Au bout de cette longue ligne se trouve un couteau volant. C'est une lame immense qui se déplace en synchronisation avec la bande et, au bon moment, effectue une coupe rapide et précise, découpant le sandwich infini en plaques de longueur standard, par exemple 8 ou 12 pieds. Cela se produit si rapidement que le convoyeur ne s'arrête pas une seule seconde. Les plaques découpées sont maintenant dures, mais encore très humides. Elles contiennent un excès d'eau qui n'a pas participé à la réaction chimique. Il faut l'éliminer. Un dispositif spécial retourne donc les plaques et les achemine vers la plus grande structure de l'usine, un séchoir multi-étages.
c'est un labyrinthe gigantesque, composé de plusieurs niveaux, chacun étant un convoyeur. Les plaques de plâtre se déplacent lentement sur ces niveaux, d'avant en arrière, parcourant plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de ce four immense. L'air chaud qui circule à l'intérieur en évapore délicatement l'humidité excessive. La température y est contrôlée très rigoureusement. Il ne faut éliminer que l'eau libre sans endommager la structure cristalline du gypse lui-même. Ce processus peut durer environ 1 heure. À la sortie du séchoir apparaît le produit que nous connaissons bien, une plaque de plâtre parfaitement sèche, légère et solide. Mais ce n'est pas encore la fin. L'étape finale est la finition. 2 plaques finies sont empilées face contre face. Leurs bords sont parfaitement coupés pour être droits et nets. Sur la tranche est collée une bande de papier avec les informations sur le fabricant et le type de produit. Ensuite, des manipulateurs robotisés, avec une précision et une grâce surhumaines, soulèvent les plaques finies et les empilent en piles parfaitement droites sur des palettes. Chaque pile est enveloppée d'un film de protection, marqué et envoyé à l'entrepôt. De là, elle partira sur les chantiers pour faire partie de la maison de quelqu'un, se transformant d'une simple pierre grise extraite du sous-sol en un mur lisse et accueillant. La production de plaques de plâtre est comme un baromètre de la santé du secteur de la construction. Lorsque l'économie est en plein essor, les gens construisent activement de nouvelles maisons et rénovent les anciennes, et la demande de plaques de plâtre monte en flèche. Les usines qui fabriquent un produit tournent à plein régime, et le flux de camions qui livrent les plaques finies à travers le pays devient infini. Le cœur de cette production bat à l'unisson du rythme du marché immobilier. Géographiquement, cette industrie a aussi ses centres. Bien que les usines de plaques de plâtre soient réparties dans tout le pays pour être plus proches des grands marchés de la construction, l'extraction de la matière première, le gypse, est concentrée dans certains États. Les leaders ici sont des États comme le Texas, l'Oklahoma, le Kansas, le Nevada et l'Iowa. Chaque année, une quantité d'eau de mer suffisante pour remplir des millions de piscines olympiques s'évapore dans le monde. Et tout cela pour un seul des produits les plus anciens et les plus précieux de l'histoire humaine, le sel. Dans la baie de San Francisco, de gigantesques marais salants occupent plus de 13 000 acres. C'est comme 10 000 terrains de football pavés. Ici, le soleil et le vent transforment 600 milliards de gallons d'eau en 1 million de tonnes de cristaux d'un blanc immaculé. Mais la principale intrigue, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un secret qui changera à jamais votre perception du sel ordinaire. Vous pensez peut-être que le sel n'est qu'une épice bon marché. Mais non! Le marché du sel gastronomique, où le sel de mer est le roi incontesté, représente aux États-Unis un business de plusieurs centaines de millions de dollars. Et il croît à une vitesse folle. Les gens sont prêts à payer plus cher pour ce morceau de soleil et de mer dans leur assiette. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi. Les marais salants de la baie de San Francisco sont parmi les plus grands du pays. Leur superficie totale dépasse les 13 000 acres. C'est comme pavé plus de 10 000 terrains de football américain. C'est une ville entière, construite de bassins peu profonds, qui scintillent de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu au rose, selon la concentration en sel et les micro-organismes. Et cette usine gigantesque produit annuellement plus d'1 million de tonnes de sel. C'est le poids d'environ 250 000 pick-ups Ford F-150. Chaque année!
Imaginez une immense étendue de côte, quelque part dans un endroit chaud, ensoleillé et venteux, par exemple sur le littoral méditerranéen en France ou au Portugal. Ici, sur un terrain parfaitement plat, les hommes ont construit un véritable labyrinthe de bassins peu profonds et interconnectés, appelés des marais salants ou salines. Ça ressemble à de gigantesques rizières, sauf qu'au lieu du riz, c'est du sel qui va y pousser. Et voilà, à marée haute, on ouvre les vannes, et l'eau de mer, pure et pleine de vie, s'engouffre en un puissant courant dans le premier et le plus grand bassin. C'est notre jardin d'enfants pour les futurs cristaux. Les portes se referment, et pour l'eau commence un long et paresseux voyage. Pour obtenir une seule et unique livre de ce sel de mer croquant, le soleil et le vent doivent faire évaporer près de 3,5 gallons d'eau de mer. C'est-à-dire que pour 100 livres d'eau, on n'obtient qu'environ 3,5 livres de sel. Imaginez que vous deviez boire 28 000 bouteilles d'eau standard pour obtenir une petite salière de sel. Et maintenant, multipliez cela par des millions de tonnes. Pour produire ce même million de tonnes de sel dans la baie de San Francisco, plus de 600 milliards de gallons d'eau s'évaporent chaque année. C'est assez pour remplir près d'1 million de piscines olympiques. Maintenant, les deux principaux ouvriers de notre usine entrent en jeu. Le premier, c'est le soleil. Il commence à chauffer sans pitié la surface de cet immense bassin. Le second, c'est le vent. Il se promène au-dessus de la surface, chassant l'air humide et accélérant l'évaporation. Jour après jour, semaine après semaine, l'eau s'évapore lentement mais sûrement. Et la concentration en sel augmente. La solution devient de plus en plus salée. Quand elle atteint une certaine densité, on la pompe vers le bassin suivant, un peu plus petit et moins profond. Et le processus se répète. C'est comme préparer un sirop. On évapore lentement l'eau pour le rendre plus épais. Pendant que l'eau voyage à travers ce labyrinthe, différents minéraux en précipitent progressivement. D'abord, dans les premiers bassins, le gypse et d'autres impuretés indésirables se déposent au fond. C'est un processus de purification naturelle. L'eau devient de plus en plus pure et de plus en plus salée. Et voilà, après plusieurs mois, cette solution super concentrée, appelée la saumure, arrive dans les bassins finaux, les plus petits, les cristallisoires. C'est la salle d'accouchement de notre usine à sel. Ici, la profondeur de l'eau n'est que de quelques centimètres et la concentration en sel est si élevée qu'il ne peut plus rester dissous. Et là, un véritable miracle se produit. Sous le soleil brûlant, de minuscules cristaux de sel, semblables à des flocons de neige, commencent à se former à la surface de l'eau. C'est le produit le plus délicat, le plus pur et le plus cher, ce qu'on appelle la fleur de sel. Des ouvriers, appelés des paludiers, à l'aide de râteaux en bois spéciaux, semblables à d'énormes pelles, récoltent très délicatement, à la main, cette fine couche fragile à la surface. C'est un travail d'orfèvre qui demande une patience incroyable. Ces fleurs n'ont pas le temps de couler et d'absorber d'autres minéraux, c'est pourquoi elles ont un goût incroyablement pur et délicat. Les cristaux de sel qui n'ont pas été récoltés à la surface grossissent lentement et tombent au fond du cristallisoire, formant une couche épaisse et dense. Quand presque toute l'eau s'est évaporée et qu'une couverture blanche et brillante de sel repose au fond, c'est l'heure de la grande récolte. Parfois, cela se fait à la main, avec des pelles et des brouettes. Les ouvriers rassemblent le sel en d'immenses montagnes, d'un blanc immaculé, qui brillent au soleil comme des sommets enneigés. Dans les productions plus modernes, on peut utiliser de petites moissonneuses spéciales qui coupent et ramassent délicatement la couche de sel.
Mais ce n'est pas encore la fin. Le sel récolté est humide et il faut le sécher. On le laisse dans ces énormes tas, directement à l'air libre, pendant plusieurs mois, parfois même un an. Le soleil et le vent poursuivent leur travail, éliminant lentement les dernières traces d'humidité. La pluie, qui tombe périodiquement, lave le sel, enlevant les dernières impuretés, comme le chlorure de magnésium amer. C'est un processus de purification naturelle qui donne au sel son goût caractéristique et doux, tant apprécié des gourmets. Et ce n'est qu'après ce long parcours, quand le sel est devenu sec et friable, qu'il peut être envoyé pour une finition finale. On le tamise pour trier les cristaux par taille, des gros, grossiers pour les moulins, aux plus fins pour les salières ordinaires. Contrairement au sel de table courant, il n'est pas soumis à un traitement chimique agressif et on n'y ajoute pas d'anti-agglomérants. Il reste tel que la nature l'a créé, avec toute la richesse de ses oligo-éléments, comme le magnésium, le potassium et le calcium, qui lui confèrent ce goût de la mer, un peu plus complexe et profond. Alors, pourquoi les gens payent-ils plus cher pour ce produit séché au soleil? Le secret réside dans la chimie. Le sel de table ordinaire, extrait des mines, est du chlorure de sodium, presque pur à 100%. Il subit un traitement agressif où l'on en retire absolument tout le superflu. C'est comme un soldat parfaitement poli, mais un peu solitaire. Quant au sel de mer, après évaporation de l'eau, environ 80% de sa composition est ce même chlorure de sodium. Mais les 10 ou 15% restants, c'est un véritable cocktail de plus de 60 oligo-éléments venus de l'océan. Magnésium, potassium, calcium et bien d'autres. C'est cette queue minérale qui donne au sel de mer son goût plus complexe, plus doux et sa texture caractéristique. Ces chiffres sont donc la preuve que la plus ancienne technologie sur Terre, n'utilisant que le soleil et la mer, peut être non seulement belle, mais aussi incroyablement massive, transformant des milliards de gallons d'eau en millions de livres de saveurs pures. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de bambou sont récoltées dans le monde. Et ce n'est pas une simple plante, mais un véritable matériau de construction du futur. Imaginez, une seule pousse peut gagner 1 mètre en une seule journée. Et un hectare de bambouset produit 10 fois plus de biomasse qu'une pinède classique. Mais le plus fascinant commence lorsque ces tiges géantes arrivent à l'usine. Là, elles passent de simples herbes à des panneaux, aussi solides que l'acier, et en même temps écologiques. Et il y a un secret que vous ne découvrirez qu'à la fin de cette vidéo. Un fait qui changera à jamais votre regard sur le bambou. Tout ne commence pas dans un atelier, mais dans les océans verts infinis du sud de la Chine, où pousse le bambou géant Mozo. Imaginez, une jeune pousse peut grandir d'1 mètre en une seule journée. On peut littéralement la voir pousser. En quelques mois, elle atteint sa pleine hauteur de 30 mètres, et au bout de 4 ou 5 ans seulement, elle est prête pour la récolte. Quand les ouvriers arrivent dans la forêt, ils n'utilisent pas d'engins lourds. À l'aide de simples scies, ils coupent les tiges matures, en laissant le système de rhizome intact qui produit immédiatement de nouvelles pousses. C'est comme la tonte d'une pelouse géante, une ressource qui se régénère à l'infini. Les tiges creuses coupées sont débarrassées de leurs branches et transportées à l'usine, où les attend leur première grande transformation. D'abord, d'énormes scies découpent les longues tiges en sections de la longueur souhaitée. Ensuite, ces tubes creux arrivent sur une fendeuse spéciale. Imaginez un coupe-pomme géant.
Il fend chaque section à une vitesse incroyable en des dizaines de longues et fines lanières. Mais ces lanières ont encore une forme arrondie, une peau extérieure verte et des nœuds internes. Elles sont donc envoyées à la machine suivante, qui leur offre une véritable manucure. Elle rabote tout le superflu, transformant chaque lanière en une latte parfaitement rectangulaire. Nous avons maintenant des milliers de ces lattes, mais elles sont encore brutes. Un spa industriel les attend. Elles sont plongées dans d'immenses cuves d'eau bouillante ou traitées à la vapeur chaude. Cette procédure élimine tout l'amidon et le sucre du bambou, le rendant totalement inappétissant pour les insectes et la moisissure. C'est à cette étape que le bambou peut obtenir sa couleur. Si on le traite brièvement, il restera clair, naturel. Mais si on le maintient plus longtemps dans la vapeur chaude, les sucres à l'intérieur se caramélisent et il prend une teinte profonde, chaude et mielleuse. Après ce bain chaud, les lattes parfaitement propres et désucrées sont envoyées dans un four de séchage. Là, à une température contrôlée, elles sèchent lentement jusqu'à atteindre un taux d'humidité de 8 ou 10%. C'est d'une importance capitale pour la stabilité du futur panneau. Nous avons maintenant une matière première idéale et il est temps d'assembler notre gâteau de bambou. Des ouvriers trient méticuleusement les lattes par qualité et couleur. Ensuite, elles avancent sur un convoyeur sous des rouleaux spéciaux qui les enduisent généreusement de colle. Et c'est là que se produit la magie qui déterminera l'aspect du futur panneau. Il existe deux principales méthodes de disposition. La première, horizontale. Les lattes sont posées à plat, les unes à côté des autres, en une seule couche. Le résultat est un panneau où l'on voit bien les nœuds caractéristiques du bambou, créant un motif classique et reconnaissable. La seconde méthode, verticale. Les lattes sont tournées de 90 degrés et placées sur la tranche, pressées fermement les unes contre les autres. Le résultat est un panneau au motif plus fin, linéaire et élégant, où les nœuds du bambou sont presque invisibles. Le gâteau de lattes de bambou, formé et collant, est prêt pour l'épreuve finale. Il est envoyé sous une presse à chaud. C'est un véritable titan industriel. Avec une force de plusieurs centaines de tonnes et à une température de 150 degrés Celsius, il comprime cette masse. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, la colle se polymérise, liant à jamais des milliers de lattes individuelles en un bloc monolithique, incroyablement dense et solide. De la presse sort un panneau énorme, chaud, mais déjà absolument rigide. Mais ce n'est pas encore un produit commercial. C'est un produit semi-fini. D'abord, on laisse cet énorme panneau reposer pendant plusieurs jours pour stabiliser les tensions internes. Ensuite, on l'envoie à la découpe. Des scies géantes le découpent en feuilles de dimension standard. Et enfin, c'est l'heure des procédures cosmétiques. Chaque feuille passe par une ponceuse multi-étapes. Une série de bandes abrasives, de la plus grossière à la plus fine, transforme sa surface rugueuse en une surface parfaitement lisse et soyeuse au toucher. L'étape finale est le contrôle qualité. Un inspecteur examine attentivement chaque feuille, vérifiant l'absence de défauts, la précision de la géométrie et la qualité du ponçage. Les feuilles de contreplaqué de bambou fini, parfaitement lisses, sont marquées, emballées et envoyées dans les entrepôts. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de l'herbe à la croissance la plus rapide de la planète, en passant par des bains de vapeur, des couteaux précis et l'étreinte ardente d'une presse, naît ce matériau étonnant, beau comme un bois exotique, solide comme l'acier et écologique comme la nature elle-même,
prêt à devenir un élément stylé et fiable dans nos maisons. Nous savons déjà que le bambou pousse à une vitesse cosmique. D'un hectare de bambouset, on peut récolter annuellement de 10 à 30 tonnes de biomasse. À titre de comparaison, d'un hectare de pinède, on ne peut obtenir que de 2 à 5 tonnes de bois sur la même période. Cela signifie que pour produire la même quantité de matériaux, il faut 10 fois moins de terre. Les panneaux de bambou existent en différentes épaisseurs, de quelques millimètres à 50 mm pour des plans de travail massifs ou des poutres de construction. Et il y a une nuance intéressante. Un panneau peut être constitué de plusieurs couches. Pour atteindre une stabilité maximale, les fabricants font souvent des panneaux multicouches. Par exemple, un panneau à 3 couches peut avoir 2 couches extérieures, avec des lattes orientées verticalement, et une couche intérieure avec des lattes orientées horizontalement. Cette structure croisée, comme dans le contreplaqué, rend le panneau incroyablement résistant à la déformation et au gauchissement. Le bambou est le champion de l'absorption du dioxyde de carbone. Un hectare de bambouset peut absorber 62 tonnes de dioxyde de carbone par an, ce qui est 35% de plus qu'une surface équivalente de forêt ordinaire. Cela en fait un matériau non seulement neutre en carbone, mais carbone négatif. C'est-à-dire qu'au cours de sa vie, il absorbe plus de carbone qu'il n'en est émis lors de sa transformation et de son transport.